FM. Les Francopholies de La Rochelle, du 10 au 14 juillet. Plus de 100 concerts en bord de mer. Avec M, Christine and the Queens, L'Homme-Pâle, The Blaze, I Am, Angèle, Hocus Pocus, Aya Nakamura, Mass Hysteria, Camélia Jordana et bien d'autres. Réservez vite sur francofolie.fr. Les Francopholies de La Rochelle, du 10 au 14 juillet. Un événement France Télévisions et France Inter. 17h08 sur France Inter, l'heure de Par Jupiter, avec bien sûr Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek. Bonjour. Bonjour Guillaume Fariol. Guigui. Ça va ou quoi là? Entre Guillaume, on se comprend, on est une communauté très soudée. Oui, c'est vrai, ça me touche. Guillaume Absolument. Fariol est en charge de l'information des flashs de France Inter. Oui, c'est vrai que Guigui, ça fait pas très sérieux. Guitou, sinon j'avais Guitou, mais... Si on pouvait éviter... Ok, vous imaginez? J'ai perdu toute crédibilité en 30 secondes, mais tout va bien. Guigui annonce la démission de François de Rugy, par exemple. Si, ça marche. Ouais. Aucune crédibilité. Et aucune crédibilité dans François de Rugy. Guillaume, tu sais, Oui. voilà. Merci pour les informations. Moi, je Fallait crois vous en parler à vous. quel Guillaume? Merci Charline. On y va. « 8h55 au siège de Par Jupiter. Mais qu'est-ce que c'est? Alex, ça va? Salut les amis, non, il y a un problème, je crois, on a un très gros problème. Mais qu'est-ce que passe-t-il, Alex? Regardez ce que je découvre sur mon bureau. Mon Dieu, Une brève anonyme. collé sur mon écran avec du sang. Quelqu'un t'en veut, c'est sûr. Et ce quelqu'un, on va le trouver. Oh, lisons là, Ivre, un célèbre humoriste belge s'étouffe avec le vinyle collector de Michel Thor. Là, ça rime. Arrête, ce sont des menaces de mort. Un peu plus tard, toujours au siège de Par Jupiter. Bon, les amis, il faut trouver ce corbeau. Et il l'aura pas volé. Oh, non. On reçoit heureusement le roi du polar, Maxime Chatham, spécialiste du roman policier. Comme par hasard. Il a vendu 7 millions d'exemplaires en France. Il est traduit dans une vingtaine de langues. Lui, il pourra nous aider. À midi, l'équipe de Par Jupiter a une idée. Vous trouvez ça normal? Quoi? Ce silence là, c'est inquiétant. Très inquiétant. Ça donne envie d'écouter Par Jupiter Oh. à 17h. La voix, calme-toi. Sinon, Maxime Chatham, il sera... Si vous voulez savoir où sera Maxime Chatham, rendez-vous ce soir dans Par Jupiter à 17h. C'est pas un mystère. Il vient pour le festival Quai du Polar à Lyon. Mais oui, Si oui. vous voulez savoir Non. quand Maxime Chatham sera au festival Quai du Polar à Lyon, rendez-vous ce soir c'est- dans Par Jupiter à 17h. 17h. Oui, bon, allez, il bug. Allez, fous-moi le camp, la voix, parce qu'on va y arriver tout seul. Hein, Oui, je pense. mais et moi, qui me veut du mal? Qui veut me tuer avec un disque de Michel Thor? Moi, je sais, mais comme on vient de me chasser, démerdez-vous dans Par Jupiter Oui, on à sait, 17h. 17h. Bonjour. La France Inter. Il est 17h10. Et vous êtes dans la Tarte-up, l'émission où la crème de l'actualité est fouettée par la blague. Aux États-Unis, le scandale des antidouleurs trop chargés en opiacés a conduit à la condamnation d'un laboratoire pharmaceutique. En version française, c'est l'équivalent d'une accoutumance au Doliprane. Écoute, mamie, sauf le respect que je te dois, j'ai l'impression que t'es complètement stone. Cette semaine, un militant anti-pub s'est retrouvé en garde à vue à Lyon. Peut-on considérer que les anti-pubs agissent en faveur de notre environnement et donc pour une dépollution visuelle? Un publiciste, c'est un salaud qui vend de la merde aux pauvres en les prenant pour des cons et qui appelle ça être créatif. Le milieu du polar français est désormais dirigé par beaucoup de femmes. De nombreuses jeunes éditrices ont investi le genre. Un polar sur 4 est édité par une femme. C'est plus que dans la littérature généraliste. Oui, bonjour monsieur, il paraît que l'émission Automoto séduit de plus en plus les femmes. Oui, c'est vrai, ouais. Bah tu vas voir qu'un jour elles vont vouloir apprendre à conduire. Bah oui, tiens. Et pourquoi pas voter, tiens. Non, mais ça va. Oh les gonzesses. Et bien C'est pas sûr. moi qui choisis ce son. Eh ben, j'avais l'impression que c'était approuvé par Alex Vizorek. Bonjour. Oui, j'ai bien rigolé. Bonjour à tous, c'est une belle équipe évidemment aujourd'hui à 17h20. Celui qui aurait pu écrire des polars américains à la Faucon Maltais, puisqu'on ne comprend jamais grand-chose à l'intrigue, mais on souffre avec le personnage, comme dans les chroniques d'Hippolyte Girardot. Je vais vous parler de la peur. Très bien. 17h30, celui qui enquête tous les jours sur une disparition mystérieuse, celle de la dignité des Français, c'est Guillaume Meurice. Je vais vous parler de peur aussi parce que j'ai vécu l'enfer de la violence. Je suis allé à une manifestation de amonistes. On n'est pas moniste, on est humaniste. Oh putain, la peur, l'angoisse. Il va y avoir de la moquerie. À 17h40, dans Agatha Christie, elle est décrite comme une vieille fille caustique, curieuse, sachant tout et entendant tout. Et la nôtre, en plus, elle
lit tout. La Miss Marple de la chronique littéraire, c'est Clara Dupont-Bonneau, bonjour. Bonsoir. Ouais, vous êtes pas contente. Non, merci de ce lancement, c'est gentil. On va parler du livre glaçant de notre invité. Oh, qui est celui qui va semer la terreur dans l'open space? Vous êtes Je suis mal barré parce que j'étais pas tout à fait prévenu de l'ambiance. Bonjour, Maxime Chatham. Mais oui. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter. Vous vous attendiez à quelle ambiance, Maxime Chatham? Et moi, je suis venu par les news de sujets hyper sérieux. Et puis après, j'ai regardé qui menait l'émission. Et je me suis dit, ah ouais, donc je pense qu'il y a un truc quelque part. C'est le drame. Maxime Chatham, vous participez au Festival Quai du Polar qui se tient à Lyon les 29, 30 et 31 mars. Alors, vous dites que je pense que le polar nordiste, c'est pas tout à fait votre tasse de thé. Vous êtes mal barré, la 15e édition, mais à l'honneur la Suède, le Danemark, la Norvège, l'Islande. Eh ben, il y a encore temps de je vais renoncer. rester chez moi. Mais oui, alors qu'est-ce que c'est qu'un polar nordiste pour les gens qui ne connaîtraient pas? Vous savez, ça a été lancé par Stieg Larsson, Millennium. Tout le monde a lu ça. Ouais. C'est un type de polar, comme son nom l'indique, qui vient des pays scandinaves. Et en l'occurrence, souvent, ce sont des polars assez plombants, assez noirs, assez lents, où les personnages ne sont pas toujours très heureux de vivre, avec des intrigues qui prennent vraiment beaucoup leur temps pour se développer. Beaucoup de gens adorent ça. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus, un peu plus rythmé, un peu plus de respiration. C'est-à-dire que, paradoxalement, les gens pensent, quand ils m'ont pas lu, ou même quand ils m'ont lu d'ailleurs, que j'écris des horreurs. mais finalement, il y a toujours quelque chose, à un moment ou à un autre, il y a un peu de lumière quelque part dans mes personnages, dans ce que je vais raconter. Et je trouve que moi, les polars nordiques me plombent littéralement le moral. Ouais, vous les vendez pas hyper bien. Je vais pas vendre un truc. Non, je suis pas fan. Vous dites polar nordique comme si c'était d'une tradition. Est-ce qu'il y a une tradition du polar français au-delà de ce que vous venez de parler de votre travail, mais est-ce qu'en général, on peut reconnaître un polar français et à quoi? Alors, il y a la tradition du polar à la française, mais qui était un polar des années 70-80, qui était un polar engagé, social, qui était vraiment un polar et pas un thriller. La différence, elle est fondamentale, parce que le thriller, c'est une façon de faire. Un thriller, c'est un livre, et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un thriller romantique, un thriller historique. C'est-à-dire, c'est un livre dont les chapitres sont globalement assez courts, et vous savez, typiquement, il est 23h, vous dites, allez, il faut que je me couche, demain je me lève tôt, je m'arrête là à la fin du chapitre. Puis à la fin du chapitre, vous pouvez pas vous en empêcher, vous en lisez un autre, puis un autre, puis un autre. C'est un page turner. Exactement. Alors en français, oui, on peut appeler ça un livre qui fait tourner les pages. Donc ça, c'est la construction narrative, le thriller. Le polar, c'est plus une histoire avec un crime quelque part. Et le crime va être un prétexte à réfléchir autour des personnages, des mondes, de la société dans laquelle on vit, etc. Et ça, il y a eu une vraie tradition en France dans les années 70-80. Et puis c'est retombé petit à petit. Et puis le succès des thrillers à l'américaine dans les années 90 et 2000 a fait qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'auteurs de thrillers en France, comme moi par exemple, qui s'adonnent au genre. Alors le festival polar à Lyon est un des plus grands d'Europe, dit-on. Premier festival du polar en France et en Europe. Voilà. Et alors il y a même apparemment des sorties littéraires qui sont faites en fonction de ce festival. Est-ce que la reconnaissance du polar aujourd'hui par rapport à la littérature en tant que telle, celle des prix littéraires et tout ça, elle commence à s'équilibrer? Est-ce qu'il y a vraiment... ça remonte, c'est plus un sous-genre comme ça aurait pu l'être plus tôt? On est en France, donc tout ce qui est populaire en France est regardé avec un regard un peu étrange, pour le moins. Donc non, le polar thriller, je mets tout ça dans le même bain parce qu'il n'y a pas un terme générique approprié pour ça. Mais en France, c'est un genre qui marche énormément. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais ça doit être autour d'un livre sur 3 ou sur 4 qui se vend aujourd'hui en France, est un polar. Donc, comme c'est un livre c'est un genre qui marche énormément. C'est très populaire, donc c'est peut-être pas toujours soit digne, soit intellectuellement. C'est-à-dire que je suis pas sûr que dans Télérama on va trouver énormément de critiques de livres, par exemple. On avait ce débat-là sur le cinéma. Vous avez peut-être pas besoin de cette reconnaissance parce que besoin, mais justement, c'est un genre qui est populaire, donc il n'a pas besoin d'une bonne presse particulière. En revanche, si elle existe, pourquoi pas. Mais vous me posez la question par rapport à l'équilibrage sur la littérature générale, sur les prix littéraires, etc. Déjà, les prix littéraires ne sont pas attribués à des polars. Donc la question. Non, mais cela dit, il y a eu un auteur de polar il n'y a pas très longtemps avec Pierre Lemaitre. Voilà. Exactement. Alors, donc, ça a été l'exception. Ça commence à. Ouais. Et en même temps, c'est-à-dire que. Alors, le livre était fabuleux, mais c'est-à-dire qu'il a eu le Goncourt pour son livre qui n'était pas un polar. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc la question est un peu... Au revoir là-haut. Oui. Exactement. Bien sûr. Merci Anne-Sophie Ladonne à la réalisation, qui l'a lu récemment en plus.
Maxime Chatham avec nous, donc Quai du Polar, c'est le festival où vous serez présent à Lyon, 29, 30, 31 mars. Là, c'est la 15e édition. Et aujourd'hui, sur France Inter, Maxime Chatham, il paraît que c'est une journée sans plastique. Alors nous, on s'en rend pas bien compte parce qu'on a banni les bouteilles en plastique depuis la rentrée de septembre. Alors à part Jupiter, aujourd'hui, on a décidé de faire une journée avec plastique Bertrand. C'est malin. Oh non. C'est je crois que c'est votre idée, Bisou. Ouais, j'étais fier quand j'ai trouvé ça. Ah, je me rappelle. Ouais. Bon, alors on a cherché un lien avec plastique, Bertrand, l'environnement. Chewbacca, dans sa programmation musicale, a eu un petit peu, voilà. Mais c'est bon de le réentendre. Bah oui. C'est pas le temps, passe-moi tes vibrations. Moi j'ai pas vu passer l'avion. C'était comme un tout gros champignon. Rempli tout plein de boutons. Tout petit la planète. Tout petit la planète. La planète. Y a des types qui sont sortis de ça. Ils m'ont dit des trucs que je comprends pas. Tout petit la planète. Tout petit la planète. La planète. Y a quelque chose qui se passe dans ma tête. Il faudrait pas que ça s'arrête. La planète. Tout petit la planète. Sur France Inter, on ne pouvait pas faire une journée sans plastique. Bertrand, il est donc 17h20 à Bruxelles, à Paris. Et pour entourer notre invité Maxime Chatham, le romancier, qui sera présent au festival Quai du Polar à Lyon à la fin du mois. Eh bien, il y a Hippolyte Girardot qui parlera de peur, Guillaume Meurice qui est allé rigoler avec des amonistes, Ouais, des vous Benoît allez amonistes. flipper. Ouais, Il y en a. Et Clara Dupont-Mello qui parlera du livre de notre invité. Ah oui, le livre qui est sorti en novembre 2018. Fin octobre. Fin octobre 2018. Vous nous parlerez de quel livre donc? Le Signal, chez Albin Michel. Merci Clara Ah Dupont-Mello. oui, maintenant on peut dire le nom de l'invité, Maxime Chatham. Ah bah, Voilà, ça c'est fait un bon, moment ça que va t'es mieux resté. qu'on y est. Hein, donc, là, en termes de suspense, écrivez jamais un polar, par exemple. Si on ne réussit pas, Nissan 2022 ne sera pas candidat. Il ne pourra pas être. Le journal de presque 17h17. Et j'espère que t'as pas le vertige. Parce qu'un faux pas et tu te retrouves 20 mètres plus bas. Et on commence par les titres. Européenne, Pascal Canfin a déclaré ce matin sur France Inter: j'ai dit oui parce qu'Emmanuel Macron a changé. LOL. Et selon ses détracteurs, la liste LREM ressemble à une auberge espagnole. Non, ne dites pas ça trop fort. Manuel Valls va revenir de Barcelone. Oula, passons bref. Oui, la liste des brèves est prête, elle aussi. Et là, c'est pas le grand n'importe quoi, je peux vous dire.
Et on commence donc par cette fameuse liste, La République En Marche pour les européennes. Oui, qui comporte entre autres l'ex-directeur de WWF, Pascal Canfin, qui est candidat au même titre qu'un chasseur et qu'un agriculteur pro-glyphosate. Oui, soit le bon, la brute et le truand. Je vous laisse remettre dans l'ordre. Et hier, c'était la journée de grande présentation. Et ils avaient bossé, ils avaient tellement bossé. Surtout le directeur de campagne, Stéphane Séjourné. Me revient la tâche de présenter les colistiers. Irène Tolleré, elle est viticultrice et vigneronne, pardon, excusez-moi. Stéphanie Yoncourtin, normande, maire de Saint-Conste, si je me trompe pas, je ne sais pas, Saint-Comté, excuse-moi. Laurence Faring, pardon, excuse-moi. Il y a eu un peu de frustration. Qu'est-ce que ça aurait été s'ils n'avaient pas bossé, je peux vous dire. Voilà, côté Rassemblement National, Oui. Marine Le Pen, elle célébrera le 1er mai à Metz. Oui, passons à la suivante. Ouais, pourquoi, Non, mais quoi ça, j'avais une vanne, mais pas terrible. Marine Le Pen, mais Une vanne pas terrible, Ouais, bon. ça fait Bah, pas- allez-y, À ça la va. quiche en Lorraine. Enfin, mais non, Quiche non, Lorraine, oui, ouais. non, mais non, bah on va non. dire, ouais. Ouais, Pas la pas la faire. Ça, je préfère On n'a rien pas. entendu. Voilà. International, Donald Trump veut le retour des astronautes américains sur la Lune d'ici 2024. Oui, la mission sera d'y construire un mur pour empêcher l'arrivée des Mexicains sur la Lune. Aux États-Unis, un nouvel incident a touché un Boeing 737 MAX qui a été contraint d'atterrir d'urgence. Oui, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus sûr de voyager en licorne qu'en Boeing 737 en bon état. C'est vrai. Algérie, à présent, le chef de l'armée a demandé de déclarer Abdelaziz Bouteflika inapte à diriger. Bouteflika, tout le monde le lâche. en ce Oui, moment. ses alliés le lâchent, l'armée le lâche et son cœur, a priori, devrait pas trop tarder à le lâcher également. À santé, toujours. Les académies de médecine et de pharmacie se sont déclarées opposées à l'homéopathie. Oui, de la même manière que les conservatoires de musique sont plutôt opposés à la pratique du air guitar. Selon une étude, boire des boissons très chaudes double votre risque de développer un cancer. Oui, c'est ce que je disais à Juliette Arnaud, c'est le grand avantage du pastis au petit déjeuner par rapport au café, bien Les entendu. sociétés. Une étude sur la mobilité nous apprend que 3 Français sur 4 prennent leur voiture pour aller travailler. Oui, le 4e prend sa voiture pour aller à Pôle emploi, en général. Média, Oui. maintenant. L'animateur de la matinale d'énergie, Manu Lévy, a été victime d'un malaise au micro et il a décidé donc d'interrompre son direct. Bah oui, on lui souhaite le meilleur, mais un malaise à la radio, ça arrive toutes les semaines sur France Inter et on appelle ça les chroniques d'André Manoukian. Et les brèves. Les brèves. Nancy, ivre, virgule, il tente de tuer son ami en le poignardant pour des raviolis mal cuits. Je pense qu'on tient un prochain candidat pour l'émission Cauchemar en cuisine. Et la dernière. Et la dernière dans le veau, un lourdeau utilisait une courgette pour draguer. Hashtag balance ton Émeric Caron. Merci Alex Vizorek. Rigolo la courgette parce que voilà. Oui, Vous Ouais. la mettez dans le pantalon. Vous l'aviez pas coupé, Si, celle-là, la c'est quiche vrai. Lorraine l'avait coupée, mais Oui, courgette, allez, je l'avais gardée. Je vous signale que Maxime Chatham Oui, a signalez-le. l'immense élégance de bien vouloir rester avec nous après ce qu'il a Non, entendu. il a aimé la courgette. Donc, on va L'assassinat au ravioli, quand même ça, pour en le prochain profiter. roman. Lara Dupont-Mono. Non, mais on dit que je fais peur, mais à vous écouter, je vous assure, vous êtes pire que moi. Clara Dupont-Mono va chroniquer votre dernier ouvrage et vous êtes présent au festival Quai du Polar à Lyon. Voilà. Alors, la crise des opioïdes, elle fait des ravages aux États-Unis. On a choisi ce sujet parce que c'est un pays que vous connaissez très très bien. Le laboratoire Purdue, comment on dit Purdue a été reconnu coupable d'avoir surprescrit des antidouleurs qui favorisent la dépendance. Donc les antidouleurs sont vraiment ultra chargés au point de ne plus savoir s'en passer. Les laboratoires pharmaceutiques droguent les utilisateurs pour les rendre accros et ça commence un peu à se voir, surtout sur elle par exemple. Sous la douche, il y a un éléphant qui me regarde tendrement. Je balbutie en rougissant, d'un air gaga probablement. Mais comment donc êtes-vous entré, puisque la porte était fermée? Il me sourit et il me dit: t'occupe pas, donne-moi du nougat. T'occupe pas, donne-moi du nougat. Rappelons que le Doliprane ne se sniffe pas, hein, mais ça fait des très très belles chansons qu'on adore, c'est Brigitte Fontaine. Alors Maxime Chatham, c'est vraiment une urgence de la santé publique aux États-Unis, c'est vraiment un dossier, c'est un scandale incroyable aux États-Unis, et on a un peu du mal à imaginer que ça puisse arriver en France où il y a plus une crispation sur le principe de précaution, où on est on fait très très gaffe. Est-ce que ça
dit beaucoup de choses de l'Amérique, ce scandale-là. Ça dit beaucoup de choses du monde moderne. L'Amérique en est une incarnation parce qu'elle est un peu le fer de lance de la mondialisation et de l'économie telle qu'elle s'est globalisée aujourd'hui. Mais ça nous arrivera tôt ou tard parce que le système français est par définition amené à muter et à devenir une sorte d'hybride entre ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'est le système américain. On pourra difficilement faire autrement, hélas, je pense. Donc non, ça incarne bien le côté, le problème de confiance déjà. On a un problème de confiance en nos politiques aujourd'hui, mais on peut avoir un problème de confiance vis-à-vis des sociétés, des entreprises qui, pour le profit, sont prêtes à tout. On voit, elles ont mis la vie en danger. Enfin, c'est même au-delà de ça. Il y a quand même il y a des scandales en France aussi. Oui, non, puis il y a un nombre de morts hallucinant aux États-Unis à cause de l'abus de médicaments, tout simplement. Or, les entreprises savent qu'ils font des médicaments surdosés, qui vont créer, comme c'est le cas aujourd'hui, puisqu'ils ont été condamnés pour ça, une dépendance. Une dépendance, et on sait comment ça fonctionne aux États-Unis. Il y a un problème d'encadrement médical parce que tout coûte cher. Et donc, quand la moindre consultation vous coûte les yeux de la tête, vous y allez une fois, mais pas deux, ni trois, donc il n'y a pas de suivi. Et aux États-Unis, il y a aussi ce qui ressemble à des supermarchés de médicaments où on peut entrer librement, sans ordonnance, etc. Et il est question aussi en France, dans les supermarchés, d'avoir de la vente libre, etc. Donc c'est ça, cet hybride dont vous parlez, on est quand même influencé par il y a de ça, mais quand je parle d'hybride, je parle surtout sur le système de santé. C'est-à-dire le système de santé américain, il est démerdez-vous, quoi. En gros, chacun pour soi, et vous n'avez pas d'argent, tant pis pour vous. En France, on n'en est pas là, heureusement, mais on est en train tout doucement de privatiser tout le secteur médical. L'air de rien, ça se met en marche à travers les mutuelles qui prennent de plus en plus le relais de la Sécu, là où la Sécu ne va plus. Et on le fait. Les lobbies pharmaceutiques qui ont finalement de moins en moins de freins. Puisqu'aux États-Unis, ça a été ça. Ils encourageaient les médecins à surprescrire ces médicaments. Bien sûr, mais après, il faut quand même être conscient qu'on vit plus dans une lobbycratie, dans une démocratie aujourd'hui. Il faut le dire, à un moment, ce sont quand même les grandes entreprises qui passent leur temps à coups de millions, sinon parfois de centaines de millions d'euros, à faire des pressions diverses et variées sur nos politiciens, sur tout ce qu'ils peuvent d'ailleurs, pour que l'image de tel ou tel produit s'améliore sur le marché et qu'à un moment, on finisse par se dire oui, alors il y a peut-être un danger, mais c'est pas sûr, et puis en fait ça va. Et puis 10 ans plus tard, on se rend compte qu'il y avait un danger, qu'on le savait, qu'il y avait des études, mais que comme il y avait des financements importants de la part d'entreprises, etc., c'était compliqué. Donc tout se fait de façon doucement. Je suis en train de plomber l'ambiance. Non, pas du tout, mais non, c'est intéressant d'avoir votre point de vue. C'est intéressant d'avoir votre point de vue sur tout ça, et surtout ce côté libéral débridé, ça ouvre un champ des possibles et une inspiration ou pas. Surtout, en fait, le problème, et je trouve que, alors on ne va pas pouvoir débattre de ça parce qu'il nous faudrait plus d'une heure, je pense, mais ça parle notamment de ce qu'on vit en France aujourd'hui, la crise des gilets jaunes, etc. C'est-à-dire que on a, à mon sens, un vrai problème de positionnement. La France, qui est un pays dans lequel l'État se doit par définition, parce que c'est comme ça qu'on aide, s'investir, de tenir, d'aider, de soutenir, de s'investir complètement, face à un système américain qui est le contraire. C'est-à-dire le système américain, il pose le cadre et puis après, débrouillez-vous, quoi. C'est l'ultra-capitalisme, quitte à marcher sur la tête de l'autre. Et nous, en France, on n'arrive pas encore... On vit dans un pays qui se positionne parce qu'on n'a plus le choix au sein d'une économie globale, mondiale, mais on le fait avec nos réflexes un peu archaïques et attention, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais à un moment, on n'est plus en phase avec le monde tel qu'il est, avec l'économie telle qu'elle est. Et donc, nous, peuple français, on revendique qu'on a un besoin d'un soutien d'une nation qui soit derrière nous, qui prenne des mesures radicales, etc. Sauf que ce pays, aujourd'hui, de par son économie moribonde, parce qu'on connaît tous l'état de notre dette, mais aussi parce que, tout simplement, on est au sein d'un système global qui fait qu'on peut plus se permettre d'être un seul pays qui veut essayer de soutenir ses occupants, ses habitants, et ça fonctionne plus, quoi. Donc, faut trouver un nouveau compromis, faut trouver une façon de fonctionner, faut réécrire notre façon de voir la France dans son aspect social, essentiellement, parce que ça colle pas avec le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et en étant vigilant, en voyant ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. En tout cas, l'entreprise Purdue Pharma, elle appartient à la famille Sackler. Ce sont de grands philanthropes dont le nom est affiché sur tous les musées aux États-Unis et en Europe. C'est toute la dichotomie américaine. C'est-à-dire que à la fois, vous savez, c'est le système qui produit le plus grand nombre de films porno, mais qui est le pays le plus puritain vis-à-vis de ça. C'est le pays dans lequel on met en avant absolument il faut être beau, il faut faire du sport et tout, et en même temps c'est le pays de la malbouffe. Et tout est comme ça. Et à un moment, cette espèce de tiraillement permanent crée des conflits énormes chez les individus. C'est pas un hasard, à mon sens, si c'est le pays dans lequel il y a le plus grand nombre de tueurs en série par habitant. Ça vient de là, c'est-à-dire qu'il faut une plasticité mentale. Ça vous arrange, ça, mon gars. Mais il faut une plasticité mentale importante pour résister à ces enjeux permanents. Et le problème, c'est que c'est compliqué de l'avoir quand, en plus, le système
d'éducation n'est pas à la hauteur. Et ce paradoxe nous fascine, nous ici, on l'observe de près. Voilà pour le regard de Maxime Chatham à vos côtés. Il est fan de polar aussi. C'est Hippolyte Girardot. Le polar ou le thriller. Le thriller. Ouais. Avoir peur et aimer ça. Ça commence tout petit, la peur. Moi, je pense que la peur, ça commence in utero. Au début de votre sortie, on est malmené, on effectue des rotations dans le ventre, c'est le bordel. Et souvent, d'ailleurs, on s'endort par réflexe. Mais arrive le moment où il va falloir y aller. Et là, c'est le début de la peur, de la vraie peur. La couette liquide dans laquelle vous viviez se vide. Vous entendiez des voix douces et là, ça hurle. Vous écoutiez du Mozart et soudain, c'est le rock qui essaie de jouer Guillaume Meurice et c'est destructible. Bref, vous êtes effrayé. Et ça ne fait que commencer. D'ici peu, vous serez sur les crêtes de la terreur absolue, dans le toboggan. Et là, coup de génie, votre cerveau se met en mode instinct de survie. Il envoie dans votre organisme un shoot énergétique pour vous défendre, ça s'appelle l'adrénaline. Et en même temps, une autre came, une vraie, ultra puissante, la dopamine. Et ça, c'est de la bonne. On l'appelle l'hormone du bonheur parce qu'elle se déclenche lors des moments de plaisir. Le sexe, MILF pour certains, l'enregistrement de propos ultra fachos pour d'autres, peu importe. Mais pas seulement dans ces moments-là, non. Elle se déclenche à la vitesse de l'éclair dans votre corps lorsque vous prenez des risques et que vous vous en sortez. Extrêmement addictive, cette petite bombe chimique va vous rendre accro pour le reste de votre vie. J'ai failli mourir de peur. Ouais, tout est dans le failli. Et cet homme assis avec nous sait tout ça. Qu'il écrive sur le mal, l'étrange, le crime, il nous emmène in tenebris pour que nous soyons paralysés de peur et que nous en jouissions. Évidemment, nous savons que tout ceci est inventé par l'auteur. Mais comme notre corps réagit vraiment, le plaisir que nous en retirons de cette lecture nous paraît réel. Et c'est pour ça, évidemment, que vous avez laissé tomber l'autre roman que vous vouliez écrire à la place de celui-ci. Vous savez pas? Si votre autre... Bah, écoutez, moi je l'ai vu sur le net, il s'appelle Le Mauvais Signal. Voilà, donc je l'ai lu. Ah, c'est très marrant, c'est l'histoire d'un petit couple de province du côté de la côte d'Opale qui monte à Paris. Lui est jeune, il est en costard-cravate, elle un peu plus mature, très chic en tailleur. Et par une sorte de mauvais acte notarié, de dispute classique entre héritiers ayant droit légataire, leur échoit à eux un petit palais à 2 pas de l'hôtel Bristol à Paris. Tout va bien. Au début, c'est charmant. Ça les change de la province, tu m'étonnes. Et puis, ça se dérègle, évidemment. Doucement, au début. Juste quelques portes qui grincent. C'est un vieux bâtiment, on les rassure. On leur dit que les précédents locataires ont vécu ça, il n'y a rien de grave. Néanmoins, le jeune en costard décide de se protéger. Il ne se sent pas rassuré. Il appelle un copain des faubourgs de la ville de province où il habitait et qu'il avait entraîné dans sa jeunesse à faire un peu de taekwondo. Il lui installe discrètement un canapé lit à l'étage du palais. Très bonne idée, Maxime Chatham, cette façon de nous rassurer au milieu du gué. On a eu plus de peur que de mal. La maison grince, mais vous trouvez l'antidote, le lubrifiant. On a adoré ça et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On continue la lecture. Et ça devient évidemment affreux. Car le mal, désormais, va être vivant, incarné dans la figure de ce coupe-jarret souriant et affable. Vous faites monter l'horreur à petite dose, le climax étant atteint lors d'une résurrection de zombies jaunes, mettant à feu et à sang le voisinage de ce palais. Le script est inachevé, oui, vous avez dû penser probablement que ce n'était pas une si bonne idée, qu'on était assez peu attaché à ces personnages pour vraiment avoir peur, et qu'effectivement, c'était donc un mauvais signal. Et vous avez écrit ce très simple signal qui, lui, ne déçoit pas. Merci Hippolyte Girardot. Le signal que chroniquera tout à l'heure Clara Dupont-Mono, qui est avec nous aussi. Pas le mauvais, le bon signal. Oui, car Maxime Chatham est avec nous jusqu'à 18h dans Par Jupiter sur France Inter. Citizens of planet Earth, don't get caught in the cat. Don't drive to distraction, all the flash is just that. There's something behind these walls, something under the sheets.
Bruxelles Citizens. Yes, of course. Oui, bah tiens, vous avez le crachoir, Guillaume Meurice. Ça tombe bien, faites votre malin devant Maxime Chatham. Mais on croyait avoir vécu le pire en termes de violence dans les rues de Paris ces derniers jours, avec les Black Blocs, les CRS, les chansons de Francis Lalanne et les chroniques d'Hippolyte Girardot. Et bien non, ce que j'ai vu hier dépasse l'entendement. La barbarie dans ce qu'elle a de plus terrible. J'étais à une manifestation de partisans de Benoît Hamon. Oh là là. Excusez-moi, je suis encore pas tout à fait remis. Vous savez, dans la vie, on se prépare à beaucoup de choses, mais je crois que personne n'est prêt à voir ce que j'ai vu. S'il vous plaît, je ne demande pas le prix Albert Londres, mais juste un petit peu de respect. J'étais donc devant le siège de France Télévisions qui a eu l'imprudence de ne pas convier Benoît Hamon au débat du 4 avril sur les européennes, déclenchant un torrent de colère dévastatrice et une haine sourde et aveugle. Évidemment, certains propos peuvent choquer. Je préfère avertir les plus jeunes auditeurs, car oui, j'ai tenu à interroger ces gens, cette foule furieuse et incontrôlable de plus de 40 personnes réunies dans la colère et la furie. On va être beaucoup plus nombreux parce qu'on n'a pas encore passé l'horaire fatidique des 12h30. Écoutez, là, il est 12h30. Ah, il est 12h30. Mais là, vous êtes au complet. On va être plus nombreux. En tout cas, le soutien est là. Vous êtes les 6%? Non, on va être beaucoup plus que ça et beaucoup plus d'énergie et de hargne même. Ouh là là là, je vous avais prévenu. Alors heureusement, j'ai une formation de reporter de guerre, évidemment. Hein. C'est pour ça qu'on m'envoie régulièrement dans les meetings de Laurent Wauquiez ou au concours de la plus grande saucisse, qui sont d'ailleurs le même événement. Donc j'ai l'habitude, mais dans ces moments-là, on peut vite céder à la panique. Qu'importe, j'ai poursuivi ma mission. À quels actes de cruauté allais-je assister ? Alors on a prévu de faire un sit-in, c'est-à-dire qu'on va rester ici et on compte appeler la rédaction tous en même temps, donc même au même signal, un signal précis, on appellera la rédaction. Putain, un appel à la rédaction tous en même temps. Véritable sabotage qui nous rappelle les heures les plus sombres du standard de la rue Cognac-Jet. Des individus radicalisés, vous l'avez compris. J'ai vu quelqu'un préparer une tisane Molotov, comme un cocktail Molotov, mais avec de la tisane finalement. L'escalade était donc à craindre et puis ça n'a pas loupé. Ah oui, je suis en train de manger mon sandwich, donc je suis très énervé. Mais vous le mangez d'une manière vraiment très très véhémente, j'ai l'impression. Oui. Par la violence de mes crocs à chaque fois. C'est ça, j'ai l'impression que vous déchiquetez votre sandwich. Oui. Ouais, ça me fout la chair de poule. Je voyais ce sandwich complètement mutilé par la haine. Un pain au sésame sans gluten, totalement innocent, pour lequel ce jeune homme n'avait visiblement aucune pitié. On pouvait voir la folie pure et totale dans ses yeux injectés de mayonnaise bio. Mais le pire était à craindre et le pire arrive toujours, car il n'était pas décidé à s'en aller. On peut pas faire grand chose d'autre. On va pas non plus rentrer en plateau et venir imposer notre émission. On peut pas le faire. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Parce qu'on est quand même dans un état de droit et qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi. Ouais, le double discours, classique double discours. On est quand même assez loin sur l'échelle du foutage de gueule, qu'on appelle dorénavant l'échelle Bernard Guetta, maître du double discours, celui du journaliste objectif le jour et testeur de soupe macroniste la nuit. Mais qu'importe, rien ne résiste à la puissance de ce mouvement d'amonistes furieux. Le plus représentatif qu'on ait, en tout cas celui sur lequel je me fondais, c'est un sondage qui a été fait sur un panel de 10 000 personnes. Et donc là, on est quand même à 5,5%. Donc c'est pas dégueu. Ça veut dire que vous avez encore baissé par rapport à la présidentielle ? Je pense qu'on a plutôt eu du mal à faire exister la marque Génération. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais l'important, c'est toujours de progresser. Commencer à 6%, être aujourd'hui à 5 et demain peut-être à 4 ou à 3. Je rappelle que ce sont vraiment des acharnés. Ils sont prêts à tout pour perdre. Ils lâchent rien. Ils veulent quoi ? Que des élus de notre mouvement soient reçus, que Benoît Hamon ait un rendez-vous prochainement avec la direction. Bon, est-ce que vous pouvez pas incruster Benoît Hamon dans une autre émission de France Télé, là ? Il pourrait faire d'autres trucs que le grand débat. Là. Ah bah il va faire d'autres trucs. Il pourrait faire question pour un champion ou... Ah non, pas question pour un champion, non, vous savez, non. On peut lui trouver une place. Oui, mais pas question pour un champion, question pour un champion, c'est... Ah, Motus alors. Non. J'aurais tenté, mais une petite réflexion, mais non. Non, ce sont des fanatiques, ils n'étaient pas là pour dialoguer, mais vraiment pour emmener leur champion à la télé. Alors, il reste quelques amonistes à la télé, sur la chaîne parlementaire notamment. Par exemple, Régis Joannico, il est député de la Loire, et il était là avec son écharpe, et pour interpeller Delphine Ernotte, la patronne de France Télé. Delphine Ernotte que Régis connaît déjà, car le combat à Régis, il est bien plus vaste que ça. Je l'ai interrogé le 31 octobre dernier, justement pour savoir pourquoi Saint-Etienne n'apparaissait jamais sur les cartes météo du service public audiovisuel. Ça, c'est votre combat du moment. C'était le combat du 31 octobre. Mais elle sait très bien qu'il y a des députés Génération qui lui posent des questions pertinentes et légitimes. Évidemment, et c'est pour ça qu'elle flippe bien sa race, Delphine. Donc, amoniste ou pas sur France Télé, réponse le 4 avril. Sinon, pour faire vivre le débat, le vrai, comme dit la devise, éteignez la télé, allumez vos cerveaux.
Merci Guillaume Meurice. Ils étaient sympas apparemment quand même. Ils étaient sympas, mais il fallait pas trop les. On sentait, il y avait de la violence. Toujours du crime, du sang, de la peur. Maxime Chatham avec nous jusqu'à 18h. Avant d'écouter Clara Dupont-Mono, voici cet autre sujet avec vous, Maxime Chatham. Nos villes sont recouvertes de publicité, jusque sur les bagnoles ou les façades des monuments. Il n'y a vraiment plus que sur les arbres ou les pigeons qu'on est épargnés par Coca-Cola. Alors, de plus en plus d'actions anti-pub sont mises sur place pour faire réagir les politiques, lutter contre la pollution visuelle. Comment on va expliquer ça aux prochaines générations ? En ce temps-là, on mettait des photographies géantes sur les murs. Les arrêts d'autobus, les camions, les taxis. L'œil humain n'avait jamais été autant sollicité de toute son histoire. Et on avait calculé qu'entre la naissance et l'âge de 18 ans, toute personne avait été exposée en moyenne à 350 000 publicités. Il avait fallu 2000 ans pour en arriver là. Jean Dujardin dans 99 francs, le film de Yann Kounen. Alors à Lyon, par exemple, cette semaine, les anti-pubs ont été très très actifs, au point qu'un d'entre eux s'est même retrouvé en garde à vue cette semaine. À Paris, il était question de remplacer les panneaux, ce qu'on appelle les sucettes, ces panneaux tout plats avec une pub d'un côté et une autre de l'autre, JC Decaux par des arbres. Il était question de ça. Belle idée. Ouais, belle idée. Puis Clear Channel a dit attendez, parce que moi je vais reprendre le marché. La mairie de Paris s'est dit 170 millions de recettes quand même. Oh, bon, les arbres, on attendra. Alors, Maxime Chatham, on va l'expliquer. Je pense que la pub a un peu changé votre vie. Et une pub en particulier. Alors, aujourd'hui, quel regard vous avez sur la pub ? Est-ce que le lien avec l'environnement est fait aujourd'hui, la pollution visuelle, l'énergie des écrans, etc. Est-ce que vous l'aimez, la pub ? Vous la regardez avec un œil esthétique, artistique, créatif, ou vous pouvez la détester ? Non, j'ai pas d'attirance particulière pour la pub. Et je trouve que là encore, elle est symptomatique d'un problème. C'est-à-dire qu'elle est devenue excessive. On a un vrai problème, je crois, aujourd'hui. On est excessif dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez les budgets des grandes entreprises, les budgets marketing, mais ça devient astronomique. Et un exemple facile à comprendre, les budgets de films américains. Ils mettent 150 millions de dollars pour faire un énorme film. Donc déjà 150 millions de dollars pour faire un film, pourquoi pas, c'est l'industrie hollywoodienne. Mais derrière, ils vont remettre 150 millions de dollars pour la pub. C'est-à-dire le même budget. Et tout est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une espèce de monde, la virtualité... Enfin, on a l'omniprésence d'Internet, vous savez, avec tout ce que ça développe, etc. Très bien, pourquoi pas. Mais c'est en train de devenir aussi la même chose dans la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met une valeur plus qu'importante à des choses qui n'en ont pas en tant que telles. C'est-à-dire que c'est quoi le budget en milliards, en dizaines ou en centaines de milliards de dollars chaque année par les qui est dépensé par les entreprises? C'est de l'argent privé. Pour faire de la pub. Non mais ok, pourquoi pas, après ils en font ce qu'ils veulent, mais le truc c'est que derrière c'est quand même nous qui le prenons en pleine tête. Nous, nos enfants, etc. Mais là, ce que dit Charline par rapport à la mairie de Paris, c'est à eux de nous protéger, pas au cinéma américain, de se dire je vais faire moins de pub. Oui, remplacer les panneaux par des arbres, super. Il y a beaucoup de panneaux des immeubles, j'ai hâte de voir ça. Mais... Puis souvent, moins on a de moyens, plus on est exposé. Par exemple, on prend le métro, on est beaucoup plus exposé à la pub que si on prend sa voiture. Et c'est pour ça que je trouve que c'est plus choquant encore quand c'est dans l'espace public. Parce qu'à la limite, si vous êtes assailli par une rafale de pub au cinéma, bon, vous avez payé votre place. Mais l'espace public, comme ces grandes pubs qui sont sur la rénovation du musée du Louvre ou du Palais de Justice à Paris, ou sur tous les monuments qui sont rénovés ou en travaux, c'est encore plus agressif parce que pour le coup, la rue est à tout le monde, le ciel est à tout le monde. Donc les avions qui passent sur les plages, là, avec les... Non mais c'est vrai, parce que le ciel et la rue sont à tout le monde. Après, il n'y a pas que du mauvais, c'est-à-dire que ça peut être le moyen aussi de participer à financer la rénovation d'un monument public pour lequel on n'a plus les moyens. Donc j'ai envie de dire, il y a un compromis qu'on peut trouver, mais moi ce qui me dérange, c'est la surabondance, l'omniprésence, et puis surtout... de manière, il y a une forme de manipulation permanente. Vous savez qu'ils ont vraiment travaillé à quelques années, donc il n'y a pas très longtemps, sur des panneaux dans les métros avec les pubs qu'on connaît tous, mais il y avait des caméras planquées qui surveillaient les regards et qui analysaient où est-ce que nos yeux allaient regarder pour faire des études. C'est le cas dans les abribus aussi. Exactement. Et donc à un moment on se dit quand même, c'est-à-dire que on est dans une société où tout est question de gentille, et j'insiste sur le terme avec des grosses guillemets, manipulation permanente. Et donc on est très vigilants, et je faisais allusion à ce sujet parce que je pense à l'âge de 22 ans, vous avez tourné dans une publicité au Japon
Où il y a, On enchaîne sur le sujet suivant, non? Non, mais où il y avait... On la verra pas parce que c'est la En radio. réalité, pour le plutonium, on le c'est ce qui a rappelle. permis, ça vous a permis de prendre le temps d'écrire. C'est Ça a vrai, changé ouais, votre ouais, vie, donc. ouais, c'est vrai. Voilà. Non, c'est vrai. Non, blague à Oui. part. Oui, c'était une expérience un peu dingue où je me suis retrouvé à tourner tous les monuments de France avec une star japonaise. Mais pour tous les intermittents du spectacle, la publicité, ça rapporte beaucoup de sous quand on touche une pub, ça nous permet de vivre. Ouais, même si je crois, enfin bon, je suis pas spécialiste, mais je crois que maintenant il y a un problème sur la façon dont c'est payé. C'est-à-dire que si vous tournez une pub qui va être diffusée 150 millions de fois ou une fois, c'est à peu près payé de la même manière. Là, il y a un problème. Ça, c'est pas bien. Maxime Chatham avec nous et Clara Dupont-Mono. Eh bien oui, je sur vous laisse. l'actualité. Car l'actualité, c'est bien sûr le livre de notre invité, Maxime Chatham, livre intitulé Le Signal. Alors pour tous ceux qui prennent l'émission en cours de route, je le rappelle, c'est un livre d'horreur. Et si je peux me permettre, Monsieur Chatham, vous mettez un peu le paquet. Puisque la couverture est noire, le bord des pages est noir, et derrière, en capitale argentée, on lit en grand « Avez-vous déjà eu peur en lisant un livre ?» Voilà, au cas où on aurait confondu avec un roman de Barbara Cartland, le malentendu est aussitôt dissipé. Et voyez, on parlait de manipulation. Là, il n'y a pas de manipulation. C'est clair, c'est Voilà. annoncé. On sait Vous où on savez va. où vous mettez les pieds. Exactement. Alors, je ne vous l'apprends pas, Maxime Chatham, faire peur en littérature, c'est un art assez délicat. En fait, pour générer un sentiment aussi primitif que la peur, en fait, il faut justement beaucoup de subtilité. Alors, par exemple, il faut d'abord une forêt. La forêt est au livre d'horreur ce que l'espoir est à la gauche, ou le cheveu gras à Guillaume Meurice, c'est quelque chose de fondamental. Le maître de la littérature fantastique et d'horreur, qui s'appelait Lovecraft, que vous connaissez certainement, Que j'adore. et que moi aussi, que j'aime beaucoup, il a mis des forêts à peu près partout dans ses livres. La forêt, comme à vous d'ailleurs, sert de nid à des créatures maléfiques, comme une espèce d'utérus organique malveillant. Et bien dans votre livre, évidemment, la forêt, elle est dense, elle est touffue, elle s'étale sur une colline, elle surplombe une petite ville forcément tranquille. Une famille s'installe dans une vieille maison, décidée à profiter du verre, ils en ont ras-le-bol de la ville, et ça va être le cauchemar des bobos écolos, l'enfer des mangeurs de quinoa. Et là, vous faites une autre chose indispensable au roman de trouille, vous multipliez les petits signes. C'est-à-dire qu'on lit que la nounou sectionne le doigt d'un bonhomme en pâte à modeler qu'elle vient de faire avec les enfants. Ou alors ailleurs, on lit, je cite, « La chair crépitait et le sang commençait à affluer vers la surface ». En fait, vous décrivez un barbecue assez paisible dans un jardin. Et puis, c'est plus précis, il y a un petit chien qui revient affolé en courant de la forêt, ou alors il y a une nuée de chauves-souris qui s'écrase au sol devant l'église comme une espèce de suicide collectif très bizarre. On y est, le massacre peut commencer. Et là, autre ingrédient essentiel à la chair de poule, l'inanimé s'anime. Alors, tous les films d'horreur adorent ce truc, de la poupée Chucky à l'ascenseur, évidemment, ce sont que des objets inanimés qui s'animent, en passant par la maison, c'est elle, bien souvent, le personnage central de la littérature de Frousse. Souvenez-vous du livre, au hasard, mais Shining, de Stephen King, et bien sûr du film de Kubrick, avec ce grand hôtel désert. C'est lui, avec la tête de Nicholson complètement fou qu'on a dans la tête, mais c'est d'abord ce grand hôtel désert qu'on a dans la tête. Et bien, pareil pour vous, dans Le Signal, la maison respire, elle bouge. Je cite, « Il ignorait si la maison voulait le rassurer ou si elle se moquait cruellement. » 100 pages plus loin, on a la réponse. Aucun des deux. Elle veut surtout se venger, car, dans la littérature de Suie et froide, les objets sont souvent rancuniers, excessifs, ne voient pas d'inconvénient majeur à l'usage de la violence. Les objets votent Jean-Luc Mélenchon. Mais alors, attention, ils avancent rarement seuls, les objets devenus sujets. Parce que bien souvent, les ombres, les esprits viennent en renfort. Alors, toute la deuxième partie de votre livre raconte l'éveil de ces présences malveillantes. On les croit hors, mais elles sont là. C'est Guy de Maupassant qui disait ça. C'est pour ça qu'il les avait surnommés les hors-là. On les croit hors, mais elles sont là. Les hors-là, c'est une belle expression, et Maupassant adorait les histoires d'esprit qui attaquent les personnages. Alors, dans Le Signal, elles y vont assez fort. On est quand même sur les Champs-Élysées un samedi après-midi. Elles se jettent sur la ville, ces ombres, elles pètent tout. Ce sont des black blocs, mais quasiment au sens littéral. Bien sûr, ils préfèrent les gens aux boutiques Longchamp parce que c'est plus marrant à dépecer. Sauf que ces esprits sont animés par un signal assez particulier et sans déflorer la fin de l'histoire. Et ce serait bien ça. Non, mais Ça, voilà. il va lui plaire, Non, ça. mais mine de rien, c'est pas une histoire suspendue comme ça. C'est que vous vous livrez en fait à une critique assez féroce de nos nouvelles technologies. On n'en dira pas plus, mais derrière, il y a un petit peu ça. Je vous redonne les références. Le Signal de Maxime Chatham est paru chez Albin Michel. Merci Clara Dupont-Mono. Ça vous a donné envie de le lire, Maxime? Merci beaucoup. Écoutez, ça
m'a l'air pas mal, je vais dire. Et on a bien compris que vous aviez un regard très aiguisé sur la société. Maxime Chatham. Merci beaucoup, Clara Dupont-Mono. On poursuit cette émission avec ce dernier sujet, car les femmes aussi aiment les crimes, les meurtres, les assassinats. Elles sont désormais nombreuses à diriger des collections ou des maisons d'édition de polar, un genre dont le lectorat aussi s'est féminisé. Les vieux briscards du roman noir se font doucement dégager. Elle vous pompe jusqu'au sang. Pas de cadeau. 30 contre 1. Et quand elles ont fini, il y en a 30 autres qui arrivent. Et puis encore 30. Et c'est à l'infini, comme un ressac. Claude Pieplu dans Calmos, le film de Bertrand Blier. Alors, il y a un article paru dans l'Express qui vient de sortir sur toutes ces femmes qui aujourd'hui dirigent des collections ou des maisons d'édition, qui éditent du polar. Vous l'aviez remarqué de façon empirique, c'est significatif dans le milieu ? Je ne sais pas si c'est significatif, je ne sais pas si c'est volontaire non plus de la part des groupes d'édition. En revanche, c'est plus représentatif d'une réalité, ça c'est sûr. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les femmes lisent quand même plus que les hommes en France. Ouais. Je n'ai pas les chiffres exacts, je ne connais pas, mais c'est quand même une réalité. Et il suffit d'aller en librairie, il suffit d'avoir été libraire, il suffit d'aller en dédicace quand on est un auteur pour le constater aussi. Donc, à un moment, c'est logique que les femmes qui sont plus nombreuses à lire s'emparent d'un métier dans lequel elles sont. Il y a aussi le fait que c'est un genre qui a souffert d'une certaine condescendance, et donc les femmes se sont engouffrées dans la brèche, nous explique l'article de l'Express, en disant non, mais attendez, nous on y va, on adore, et elles ont pris le pouvoir de cette manière-là. Il n'y a pas quand même une certaine perfidie et cruauté chez la femme qui va bien avec ce que je me dis, moi. Enfin, c'est pas un hasard. Non, ne répondez pas, Maxime, répondez pas. Un vice, elles disent, il y a une d'elles qui dit nous aussi, on aime le noir, le crime, le meurtre, ça n'est pas réservé aux mecs. Bah oui. Ah oui. Oui, ça ne m'étonne pas. Ouais. Mais encore une fois, j'ai toujours été surpris par plusieurs éléments. C'est-à-dire que d'abord, moi, ça fait presque 20 ans maintenant que je fais ce métier, j'ai jamais eu d'éditeur homme pour travailler mes textes, vraiment. Ça a toujours été des femmes depuis 20 ans, quelle que soit la maison d'édition où j'étais. Ensuite, il y a ce côté littérature qui est quand même plus lu par les femmes que par les hommes en général. Et pour autant, il y a quand même plus d'auteurs hommes à succès dans le domaine du polar que de femmes. Et ça, par contre, je ne l'explique pas parce que je suis convaincu que les femmes écrivent autant que les hommes. Et quand il y a une femme, elle s'appelle Fred, parfois. Qu'elles sont qu'elles sont aussi, voire plus douées encore que les hommes. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a plus d'hommes publiés ? Oui. Alors, est-ce que parce que maintenant il y a plus de femmes qui prennent des décisions, on va voir les choses s'inverser, ou au contraire, d'ailleurs, par une espèce de jeu assez étrange, je ne sais pas, mais c'est une vraie question que je pose. Une question qui sera peut-être abordée lors de Quai du Polar à Lyon, 29, 30, 31 mars, où vous serez présent, Maxime Chatham. Vous avez fait les cours Simon, si je me rappelle bien. Vous étiez comédien. Alors, on va vous demander si vous avez bien joué avec nous. On a tous le droit de se planter dans sa vie. C'est pas un piège. En fin d'émission, on propose tous les jours un sketch à l'invité. Vous avez aussi fait des études en criminologie. Et on s'est dit, est-ce qu'il nous ferait pas une petite autopsie ? Avec plaisir. Le patient, c'est la gauche française. Voilà, il fallait se méfier. Autopsie de la gauche française, on se rend dans la salle d'autopsie. Guillaume, Charline et moi, nous sommes vos assistants. Oui, alors vous pouvez y aller, parce que le corps est froid depuis longtemps. Scalpel. Tenez, mais faites attention aux petites coupures. Vous croyez que je pourrais déterrer un scandale financier ? A priori, il a subi une ablation du Cahuzac. Comment est-elle sang ? Contaminé. À cause du foie, à cause de Georgina du foie. Mais qu'est-ce que c'est que cette appendice ? Oui, cette petite excroissance. Oui, le truc qui sert à rien. Là. Mais enfin, c'est Benoît Hamon. Vous avouerez que c'est pas une autopsie facile. C'est parce que vous ne lisez pas assez de polar. C'est pas ça, le corps est tout éparpillé. Oui, mais c'est la gauche, ça, mon vieux. Et alors, je fais comment ? Il y a même des bouts en Espagne. Si vous parlez de Manuel Valls. Ah bah non, vous vous trompez, c'est pas la gauche. Pas la gauche. Autant pour moi. Concentrez-vous sur ce qu'il reste du cadavre. C'est curieux, j'ai beau chercher, je ne vois pas le cerveau. Ah bah voilà, ça se saurait s'il y en avait un. En revanche, la mâchoire est surdéveloppée. Ouais, c'est le syndrome Mélenchon. Vous croyez que c'est d'avoir trop gueulé, peut-être ? C'est évident, non ? Mais c'est quoi ce petit bout de papier, là ? Là, dans les entrailles ? Ouais, il y a quelque chose écrit dessus. Laissez-moi lire. Lionel Jospin. Un bulletin de vote de la présidentielle 2002. C'est un miracle, on en a trouvé un. Et là, entre les jambes, c'est un os ? Non, c'est pas un os. Non, c'est le DSK. Ouais, c'est fou, il fonctionne encore. Il va être temps de livrer vos conclusions, docteur. À quelle date estimez-vous la mort ?
C'est-à-dire que je ne suis pas paléontologue. Et la cause de l'éparpillement? Ça, je sais, hypertrophie du nombril. Vous voulez dire une sorte d'égo mortel? Ça ne fait aucun doute. Faites gaffe, vous êtes en train d'inciser le cœur. Si seulement le cœur pouvait primer sur le nombril. Bravo aux auteurs. Vous avez écrit une pièce de théâtre en plus? Oui, alors c'est un truc que j'aimerais faire plus souvent si j'avais le temps. C'est une promesse à tenir maintenant. Tellement. Maxime Chatham, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. On était très heureux de discuter avec vous et plein de lecteurs pourront le faire au Quai du Polar à Lyon les 29, 30 et 31 mars. C'est la 15e édition du premier festival de polar en France et en Europe. Maxime Chatham, je rappelle Le Signal paru chez Albin Michel. Merci beaucoup, merci Clara Dupont-Moreau, Hippolyte Girardot, merci Alex et Guillaume. Et bien sûr, en votre honneur, nous allons laisser le mot de la fin à l'invité, bien sûr, à Maxime Chatham. Ça m'a dit que je fais peur, mais à vous écouter, je vous assure, vous êtes pire que moi.